Le recyclage des plastiques au menu du débat de ce Smart Impact avec Clémence de Pomereau, bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes partenaire associé chez eCube, David Sorin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur général chez Taranis Carbon Venture. On va prendre quelques minutes pour présenter vos entreprises. eCube, en quelques mots. Alors eCube, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est dédié aux enjeux de l'énergie et de l'environnement. Ouais. Donc on accompagne les acteurs de ce secteur dans leurs enjeux stratégiques et marchés, ou les acteurs consommateurs qui ont des problématiques de décarbonation. Et Taranis Carbon Venture? Alors, Taranis Carbon Venture, c'est un fonds de capital risque, donc qui investit dans des startups, des startups industrielles qui essaient d'apporter des solutions à la décarbonation et au recyclage des plastiques. Alors justement, on va parler de ce recyclage des plastiques avec un constat d'abord, qui est le constat du retard français. Moins de 30% de plastique recyclé en France aujourd'hui. Et on rappelle que l'objectif européen, c'est 55% d'ici 2030. 2030, c'est là, hein. C'est demain. Même question à tous les deux. Comment vous l'expliquez, ce retard français, Clémence? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que la France est en retard par rapport à d'autres pays européens ? On ne va pas le mettre directement sur des sujets technologiques. Il y a des sujets plutôt à l'amont de la chaîne de valeur. Typiquement, il y a certains pays, beaucoup de pays qui mettent en place la tarification incitative pour inciter les foyers à réduire leur volume de déchets déjà, ce que la France a du mal à faire. Et puis, dans les démarches de tri et de collecte, il faut aller chercher les déchets plastiques déjà qu'on sait recycler, qu'on sait bien recycler, parce qu'il y en a. Et donc, il y a des méthodologies comme la consigne qui permettent d'aller capter ces plastiques qui sont encore peu déployés en France, alors que les champions européens ont assez massivement mis en place ce type de solution. On va détailler avec vous un certain nombre de freins qu'on pourrait ou qu'on espère voir lever dans les prochaines années, dans les prochains mois. Votre avis, vous nous parlerez beaucoup de start-up tout à l'heure, mais sur ce retard français, comment vous l'analysez, vous ? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut être aussi pessimiste que ça. Ouais. Nous, on a une vision un peu globale du marché. On n'investit pas qu'en France. Et vu du reste du monde, l'Europe est quand même une géographie qui est en avance. Ouais. Et sur des sujets comme le textile, c'est beaucoup de plastique. La France est vue vraiment comme une pionnière sur les mécanismes qui sont mis en place pour accélérer le développement d'une filière. Mais ça veut dire que les objectifs européens, ils sont trop ambitieux par rapport à la situation et à la réalité du marché ? D'une manière générale, les objectifs européens, que ce soit en décarbonation, en recyclage plastique, sont toujours beaucoup trop ambitieux. Je ne sais pas s'il faut s'en désoler, parce que c'est quand même la direction. Ouais. Mais si on regarde le niveau d'avancement par rapport au reste du monde, par rapport à l'Asie, par rapport aux États-Unis, je pense que l'Europe continue quand même à montrer le chemin. Ouais. Alors, si on doit parler des freins à lever, est-ce qu'il y a une forme d'industrialisation de la collecte, du traitement qui est encore un peu trop embryonnaire, d'après vous ? Alors, sur la collecte et traitement, certainement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. Après, c'est vrai que dans les freins techniques, on va assez vite aller sur les sujets de recyclage, puisque, en fait, la France peut combler un retard par rapport aux autres pays européens, mais même ces pays-là, ils vont finir par stagner d'un point de vue taux de recyclage atteint si on n'améliore pas un certain nombre de technologies autour du recyclage, et c'est là qu'intervient le recyclage chimique comme une solution prometteuse, mais sur lequel il reste des défis techniques à relever. Alors, si on prend quelques exemples, il y en a plein. Hein. Si je parle recyclage du textile, par exemple, vous avez un exemple de start-up que vous accompagnez aujourd'hui ? Oui, alors j'ai un très bon exemple, puisque c'est un projet qui a été sélectionné dans le cadre de Choose France. Donc, c'est vraiment un projet important d'une start-up américaine dont le projet de première usine est en France, dans la région Grand Est, à Saint-Avold. Donc, c'est une technologie qui va permettre de prendre des textiles qui sont composés de mélanges de coton et de polyester, de les séparer et de les décomposer en des produits qui permettent de refaire des fibres vierges. Et c'est un projet très important. C'est un projet d'investissement de 450 millions d'euros, 200 emplois, 70 000 tonnes, qui reste à financer. Donc maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de convaincre des clients de s'engager sur des volumes, sur des prix, et de trouver le financement pour cette usine. Pourquoi ils sont complexes à financer, ces projets ? Parce que là, on a des solutions, on se dit, ça peut être par exemple, on prend un cliché, un game changer, donc on se dit, pourquoi c'est complexe à financer ? Alors, c'est complexe à financer parce que la manière dont se finance un projet à plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui, ça n'est pas en levant de l'argent auprès de gens qui font du capital risque comme nous. On va aller chercher de la dette.
Donc il faut convaincre des gens de prêter de la dette, et ces gens-là sont très averses au risque. Donc ils vont attendre à ce que, quand on construit une usine de 70 000 tonnes, on est déjà pour 70 000 tonnes de clients qui s'engagent plusieurs années à l'avance, avec encore des primes de prix importantes. Et aujourd'hui, on est dans un environnement macroéconomique qui est très difficile. L'univers de la chimie est en grande difficulté dans le monde entier, avec des grandes surcapacités en Chine. Donc c'est un peu le pire moment, en fait, pour demander aux gens de s'engager, pour demander aux gens de mobiliser du capital à risque. Donc on y travaille. Cette start-up s'appelle Circ, il travaille d'arrache-pied, mais il y a quand même une montagne assez importante qui est devant nous. Ouais. Est-ce que dans les freins que vous identifiez, il y a une question de marché, de coût, d'enjeux économiques autour de ce que coûte le recyclage, l'accès à la matière première, en quelque sorte, quoi? Alors oui, il y a un enjeu de coût qui est important. David évoquait des primes importantes. Ouais. Donc typiquement, quand on demande à un consommateur de s'engager pour acheter de la matière recyclée qui vaut jusqu'à 2 fois plus cher que la matière vierge, forcément, ça pose un problème. Et pour réussir à gagner en compétitivité, la filière et même les filières, parce qu'on parle de technologies et de marchés finaux différents, doivent progresser technologiquement. Elles doivent faire des gains en effet d'échelle, donc pouvoir financer des usines plus importantes. Elles doivent réduire leur consommation d'énergie. Il y a beaucoup de filières dans ce domaine qui ont des enjeux de grosse consommation d'énergie, ce qui pose des enjeux économiques, aussi des enjeux environnementaux indispensables. Donc voilà, et pour pouvoir faire tout ça, on est sur ce cercle qui peut être vicieux et qui doit devenir vertueux de réussir à financer pour faire ces gains techniques et technologiques pour pouvoir convaincre davantage de consommateurs de s'engager sur des prix moins chers, etc. Effectivement, inverser le cercle en quelque sorte. Il y a un autre exemple de plastique qui deviennent de l'huile. Alors je veux bien que vous me racontiez cette histoire. C'est quelle start-up ? Alors, il y a en réalité plusieurs beaucoup de startups qui essaient de faire ça, puisqu'il y a aujourd'hui un contexte réglementaire qui contraint les acteurs, notamment du packaging, à intégrer une certaine fraction de packaging recyclé. Les packaging, ils sont faits beaucoup à partir d'éthylène, qui sont des produits sortis de raffineries, qui sont ensuite craqués, etc. Donc là, l'idée, c'est de prendre des plastiques, de les redécomposer dans des molécules élémentaires qui sont un peu équivalents, pour faire très très simple, à du pétrole, et les remettre dans une chaîne qui existe complètement. Donc il y a beaucoup de startups qui ont essayé de faire ça. C'est une idée qui paraît très simple, qui est très 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 difficile à exécuter. Donc nous, on a fait un certain nombre d'investissements. Je pense que c'est un domaine qu'on connaît très bien. Et on a notamment fait un investissement dans une startup qui prend le sujet un petit peu différemment. Au lieu de construire des grandes usines, c'est des toutes petites usines qui peuvent être déployées très proches des gisements de plastique. Donc on est en train de démarrer la première de ces usines, et si elle est validée... C'est où dans le monde ou en Alors Europe ? c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, d'accord. C'est aux États-Unis. Mais au lieu d'investir des centaines de millions, on investit 5 millions pour faire ça. Donc c'est beaucoup plus facile à financer. Et si on finance ça, derrière, on a des promesses d'achat de machines par dizaines. Donc on pense qu'il y a des chemins vers le déploiement et vers le fait de commencer à produire à grande échelle. Est-ce que le financement sur le marché américain est plus simple aujourd'hui sur ces projets à valeur environnementale que sur le marché européen ? Parce qu'il y a eu l'Inflation Reduction Act voté par l'administration Biden, qui a un peu fonctionné comme un aspirateur à projet, en partie remis en cause par l'administration Trump. Est-ce que vous voyez les effets de ça ou pas du tout, en fait ? Pas tellement, parce que sur la question du plastique, en fait, l'Inflation Reduction Act disait rien. C'était vraiment tourné vers la question des émissions de gaz à effet de serre. Donc le contexte n'est pas meilleur sur le recyclage du plastique, et sur la volonté des investisseurs en général à investir, il n'est pas meilleur tout court. D'ailleurs, on est l'investisseur principal dans cette société américaine. D'ailleurs, dans toutes les sociétés américaines dans lesquelles on a investi, ce qui prouve bien qu'elles ont aussi besoin d'aller chercher du capital ailleurs. Vous parliez de la question réglementaire. Est-ce qu'il y a aussi un frein réglementaire aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'une simplification faciliterait le passage à l'échelle du recyclage des plastiques ? Parce qu'on peut aussi dire que la loi a permis d'accélérer, un certain nombre de lois ont permis d'accélérer ou d'inciter le secteur à bouger. Non, tout à fait. En tout cas, sur l'aspect réglementaire, le volet qui impose des obligations d'incorporation de matières recyclées, c'est un volet qui est très vertueux,
qui aujourd'hui est mis en place sur les polyoléfines, donc les emballages dont parlait David, qui pourrait demain s'appliquer sur d'autres filières, type le textile, pour accompagner les choses. Ensuite, c'est sûr que d'un point de vue réglementaire, y a une myriade d'obligations, de règles, de bonus-malus, etc., qui sont compliquées, mais bon, qui vont dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des plastiques non recyclables encore aujourd'hui, ou est-ce que finalement la technologie fait qu'on trouve des solutions pour tout ? Ah non, il y a beaucoup de plastiques qu'on ne sait pas recycler à l'échelle, c'est-à-dire tels qu'on les trouve avec les contaminants qu'ils ont avec eux. Et j'ai envie de dire, même quand il existe des solutions de recyclage, ça ne veut pas dire qu'il y a des débouchés pour absorber la quantité de plastique qui seraient des candidats à être recyclés. Donc, l'ADEME, par exemple, essaie de promouvoir le développement d'une filière sur le PVC, avec, me semble, une certaine difficulté. Donc, les freins sont technologiques, sans doute, mais une fois que les technologies sont là, il faut aussi du temps, en fait, pour que les filières adoptent en masse, avec des surcoûts qui progressivement vont baisser. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, c'est sûr. Il y a un exemple concret, même dans une filière mature dont on parlait tout à l'heure, où on peut aujourd'hui plus facilement aller chercher des déchets post-industriels, donc des déchets qui sont propres, assez uniformes, parce qu'ils viennent du process industriel lui-même. Par contre, aller chercher le déchet généré par le consommateur final, donc avec davantage de mélange, etc., c'est beaucoup plus compliqué, à la fois d'un point de vue filière de collecte et de tri, mais aussi d'un point de vue technique, parce qu'il y a davantage de polluants. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de... Parce que ce que j'entends, c'est, par exemple, il y a des enjeux d'industrialisation, mais quand on dit industrialisation, on dit acceptabilité aussi. Est-ce que ça fait partie des freins ou des enjeux majeurs ? Oui, alors d'acceptabilité, d'implantation des usines. C'est une usine chimique qu'on va installer et pas forcément à côté de chez moi, quoi. C'est le discours qu'on entend souvent. Oui, tout à fait. David a un exemple très concret. Ouais, c'est vrai. J'ai deux bons exemples. D'abord, je me corrige, c'est le polystyrène que l'ADEME essaie de développer. Mais nous, on a deux exemples. On a une usine, donc la société Circ a regardé en France plusieurs sites, a fini par choisir Saint-Avold parce que l'Est est un territoire qui est très accueillant pour l'industrie. Et le premier territoire, finalement, qu'ils envisageaient, ils ont rapidement réalisé qu'il n'y aurait pas le niveau de soutien local. Aux États-Unis, on a le même sujet avec les sociétés dont je parlais. En Californie, finalement, si on vient mettre même une toute petite usine qu'on ne verra pas, qui n'émet rien, etc., les gens sont très réticents à savoir qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas tellement dans leur jardin. Et c'est vraiment un sujet majeur, le sujet d'acceptabilité. Je crois que le gouvernement avait évoqué le fait qu'on puisse avoir des procédures accélérées de consultation, mais la réalité, c'est que le citoyen a besoin de ce temps-là. On ne peut pas couper court. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de Smart Impact avec Thomas Brezard de Norcis. On va parler de perma-entreprise.